Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence. Et j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter cette conférence sur un thème qui nous concerne tous, que ce soit en tant que professionnel dans le secteur agroalimentaire, mais aussi en tant que consommateur, parce qu'on consomme tous des produits alimentaires chaque jour. Ce qui fait, c'est un sujet de forte importance, qui est les mycotoxines. Alors, l'objectif de cette conférence, donc on verra, je sais que peut-être ce nom parle plus pour certains et moins pour d'autres. Donc, au cours de cette présentation, on verra et on saura ensemble c'est quoi une mycotoxine, quels sont les produits concernés, les effets sanitaires des mycotoxines sur l'être humain. Et après, on verra la situation actuelle au Maroc. Et finalement, on va finir avec ce qu'on propose pour l'analyse et la détection des mycotoxines dans les aliments. Alors, qu'est-ce qu'une mycotoxine? Les mycotoxines sont des produits chimiques naturellement produites par certaines moisissures, par un métabolisme secondaire, et qui peuvent se développer sur tout type d'aliments, que ce soit à l'état brut ou transformé. Il faut signaler aussi que ce sont des molécules très résistantes, parce que on a l'habitude de dire que voilà, les traitements thermiques et chimiques des aliments, normalement, elles détruisent tout, mais malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que ces mycotoxines, ils sont très résistants à ce genre de traitement. Donc, pour les types de mycotoxines, normalement, il y a des centaines, mais on va surtout parler des mycotoxines qui sont fortement présentes et qui altèrent les produits alimentaires. Donc, on trouve dans les familles de mycotoxines, il y a les aflatoxines, B1, B2, G1, G2 et M2. Les fuminosines, la zéralénone, l'adone, l'ochratoxine A et la toxine T2. Après, je reviens sur le slide. Il faut noter que le développement des mycotoxines dépend aussi de la zone géographique. Par exemple, si on prend le cas de l'Amérique du Nord, donc c'est la fuminosine qui domine. Sinon, on fait l'étude, par exemple, dans un pays africain, on trouvera plus des aflatoxines dans les produits alimentaires. Le développement des mycotoxines est fortement lié aux conditions climatiques et surtout la température et l'humidité. Pour l'aflatoxine, par exemple, les conditions optimales de développement sont des températures entre 20 et 30 et une humidité en activité d'eau de 0,87. Par contre, si on prend par exemple la T2, c'est la température optimale de développement, elle est entre 6 et 16 degrés C. Donc quand on voit ce tableau, on peut déjà déduire que le Maroc a les conditions favorables pour le développement des mycotoxines, ce qui confirme, comme j'ai dit auparavant, que c'est un sujet qui nous concerne beaucoup en tant qu'industriel dans le secteur agroalimentaire. Alors, pour les effets des mycotoxines, ça dépend aussi de type de la molécule. J'ai pris ici juste quelques exemples. L'aflatoxine, par exemple, elle peut causer des douleurs abdominales, des vomissements, des convulsions, même des cancers, quelques types de cancers de foie. Pour le CRA, elle est aussi cancérogène, hépatotoxique, immunosuppressive. La fumo, de sa part, aussi, il peut causer pas mal d'anomalies sanitaires. Et la même chose pour le cratoxine. Voilà. Quels sont les aliments concernés par les mycotoxines? Normalement, comme vous allez le constater sur la photo, malheureusement, tout type, normalement, la majorité des produits alimentaires ont des conditions favorables pour le développement de ces toxines.
On peut le trouver sur les épices. On sait tous que nous, en tant que Marocains, on est des grands consommateurs d'épices. Le lait, le café, le thé, le vin et les bières, les fromages, les produits de boulangerie et les pâtes surtout qui sont construits à partir de céréales, les fruits secs, les fruits frais aussi et les jus, bien sûr les jus fabriqués à partir de ces fruits. Ce qui veut dire que normalement, on a l'habitude de parler plus des mycotoxines dans les céréales, peut-être dans l'alimentation animale, mais finalement, tous les types de produits sont concernés par cette problématique. Voilà. Dans ce tableau-là, on a quelques exemples de mycotoxines qui se développent par matrice. Si je prends par exemple l'exemple du blé, donc c'est surtout la zéa et la dône qui vont se développer. Et par contre, sur la viande ou le lait, par exemple, c'est sûr, on trouvera plus la zéa que les autres. Alors, c'est quoi la situation au Maroc? Comme j'ai déjà présenté auparavant, le Maroc présente des conditions de point de vue climatique et environnemental, présente toutes les conditions nécessaires pour le développement des moisissures et par conséquent des mycotoxines. Surtout, on a une température tout au long de l'année entre 20 et 35-37 degrés, et avec des pourcentages d'humidité qui diffèrent d'une ville à l'autre, mais en général, c'est des conditions favorables pour le développement de ces toxines. Donc là, il faut dire qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites dernièrement sur cette problématique. J'ai pris là juste un exemple d'une étude qui a été faite en collaboration entre la faculté de sciences d'Oujda avec l'INRA de Rabat et la faculté de sciences de Setat sur les mycotoxines dans les produits de boulangerie rassis. Donc on connaît tous, je crois, les marchands qui viennent chaque matin chez nous pour demander le pain rassis. Peut-être, si on n'est pas conscient du risque et de cette problématique, on peut pas mesurer l'impact sanitaire de cette action sur nous tous. Mais là, on verra ensemble comment ça peut altérer la qualité des aliments qu'on consomme. Alors là, l'enquête a été faite sur des boulangeries qui ont confirmé que les petits marchands passent régulièrement, presque chaque jour, pour acheter le pain rassis. On parle là d'un marché d'environ 3,5 tonnes de produits rassis par jour, ce qui est juste énorme. Ces produits-là vont, dans la majorité, je dirais, en général, vont être vendus et stockés dans des conditions souvent humides et chaudes, ce qui favorise, comme j'ai dit, donc, le développement des mycotoxines. Et après, elles seront vendues pour des petits élevateurs de vaches ou de plusieurs types de ruminants, ce qui représente un risque de contamination des viandes, des laits de ces animaux. Voilà. Alors, ensuite, il faut dire que dans cette étude, les prélèvements ont été faits dans plusieurs villes et plusieurs régions pour prendre en considération les variations de climat et de température, d'humidité. Donc, ce qui fait, les échantillons ont été réalisés sur 3 régions en principe. Il y a la région de Rabat, Mohammedia et Oujda, et aussi dans différentes saisons. Puis, les produits ont été stockés à 4 degrés pour stopper le développement des moisissures, pour avoir des résultats réels. Alors, après, donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps là. Donc, c'est juste pour dire que les protocoles qui ont été suivis pour l'analyse sont des protocoles de référence. Et voilà les résultats obtenus. Normalement, surtout sur la région de Rabat et Mohammedia, on remarque une abondance des espèces de moisissures type Aspergillus, surtout.
Surtout qu'on connaît que, pardon, on connaît que la région de Mohammedia et Rabat, c'est des régions très humides. Et aussi sur la région d'Oujda, on trouve d'aspergillus et aussi du pénicillium. Pour les concentrations des mycotoxines sur ce pain rassis, donc on constate qu'on verra après la réglementation, les seuils limites d'acceptation, mais là, sur tout ce qui est en rouge, ça dépasse largement les limites fixées par la réglementation. Et voilà, donc c'était un exemple d'une étude qui a été réelle, qui a été réalisée au Maroc. Donc juste pour confirmer que voilà, c'est un sujet vraiment qui altère la santé publique au Maroc comme d'autres pays. Alors, en ce qui concerne la réglementation, donc c'est vrai, je sais que l'ANSA actuellement elle travaille dans ce sens, vu l'impact de cette problématique. Et jusqu'aujourd'hui, normalement, il y a deux lois qui parlent de manière générale des contaminants biologiques. Il y a la loi 2807 qui considère tout agent biologique, notamment bien sûr les mycotoxines, présents d'un produit destiné pour l'alimentation humaine ou animale comme un danger pouvant avoir un effet néfaste sur la santé humaine. Et après, le décret numéro 2-10-473 stipule dans ses articles 53 et 54 que les dits produits ne sont considérés comme conformes que lorsqu'il ne contient pas des contaminants au-delà de limites maximales fixées par l'arrêté conjoint. Mais il faut dire que jusqu'aujourd'hui, en ce qui concerne la réglementation marocaine, il n'y a pas encore des limites de tolérance, ce qui fait on se réfère toujours à la réglementation européenne qui est présentée dans le tableau que vous voyez. Donc, et ça, c'est les MRL par type de mycotoxines. Donc ça, c'est pour le food et la même chose pour tout ce qui est alimentation animale. Alors, maintenant, en tant qu'Isolab, donc on a vu l'impact et le danger de ces mycotoxines. Donc nous, en tant que professionnels dans le domaine, et bien sûr notre raison noble d'être, avant tout, c'est de chercher partout dans le monde des solutions adéquates pour nos partenaires industriels afin qu'ils surmontent les différentes difficultés et les risques qu'ils ont. Donc nous, de notre part, on a pour cette partie mycotoxine, on a signé des partenariats avec deux sociétés. Il y a la société Charm, donc c'est notre partenaire américain pour tout ce qui est test rapide des mycotoxines, et le partenaire allemand Herbiofarm, qui ont aussi une gamme très large. On verra en détail qu'est-ce qu'on propose. Mais notre objectif, c'était d'avoir une gamme complète qui répond à tous les besoins relatifs aux mycotoxines. Voilà. Donc sur la gamme, bien sûr, ça dépend. Il y a plusieurs techniques. Ça dépend aussi du type de la mycotoxine recherchée. Donc il y a la méthode ELISA, la méthode les bandelettes, les colons d'immunoaffinité, etc. Alors, Isolab propose aussi des solutions adaptées selon le besoin et selon la taille et les volumes de chaque laboratoire. Donc, que ce soit pour les grands laboratoires qui ont des grands volumes, pour les moyens ou les laboratoires avec des petits volumes. Donc, parmi les méthodes qu'on connaît tous, il y a les méthodes chromatographiques comme la LC-MS-MS, l'HPLC, la GC-MS. Il y a aussi tout ce qui est la méthode ELISA et après les bandelettes latérales flow. Alors on commence par les colonnes d'immunoaffinité. Donc leur rôle, c'est la purification et la concentration d'une molécule de mycotoxine recherchée. Parce que normalement, dans une matrice alimentaire, on a plusieurs molécules. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de purifier la molécule recherchée. Il faut noter aussi qu'il s'agit d'une méthode de référence. Donc, c'est une étape primordiale qu'il faut faire avant de passer à l'HPLC ou la MCMS. Et elle est aussi indispensable de point de vue économique parce que sinon, si on ne fait pas cette étape,
on va rapidement abîmer notre équipement HPLC ou MSMS. Et on sait tous que ce sont des équipements qui coûtent énormément cher, ce qui fait cette étape de purification elle est primordiale. Alors pour le principe, donc il y a normalement 4 étapes. Premièrement, il faut passer l'échantillon à travers la colonne d'immunoaffinité. Après, il faut laver la colonne pour supprimer tous les... parce que les molécules de mycotoxines seront retenues par les anticorps présents sur la colonne. Après, il faut laver le reste. Après, on fait une élution avec le méthanol pour encore libérer la molécule de mycotoxine pure afin de passer l'analyse sur l'HPLC. Voilà, donc ça, c'était la première méthode qu'on propose. Et après, il y a la méthode ELISA. La méthode ELISA, elle est basée sur la réaction anticorps-antigènes qui sont présentes sur des plaques normalement prêtes à l'emploi. Il faut noter que ce sont des méthodes quantitatives, ce qui fait on peut savoir quantitativement combien on a de mycotoxines sur notre matrice. Et après, ce que je peux ajouter, c'est que la particularité qu'on a, c'est qu'on a un logiciel qui est en principe livré gratuitement avec les kits qu'on propose et qui permet de faire l'interprétation de tous nos résultats. Donc, ce qui fait, l'ELISA, au début, c'était pour les gens qui ont travaillé dans les laboratoires il y a longtemps. Donc, c'était une méthode un peu compliquée. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que ça se fait dans quelques étapes. Et après, il y a un logiciel qui fait le traçage des courbes et l'interprétation des résultats. Il faut noter juste qu'on a deux gammes, si vous voulez, pour l'ELISA. Il y a la gamme Readascreen classique, dont le temps d'incubation est d'1h30. Et la méthode FAST, dont le temps d'incubation est uniquement de 15 minutes. Donc pour les étapes d'analyse, donc il faut bien sûr commencer par un broyage d'échantillons, puis l'extraction, l'agitation, filtration, et puis on passe au test proprement dit. Voilà, pour le test, donc c'est aussi dans quelques étapes. Vu que le kit contient déjà tous les réactifs qu'il faut, donc il faut juste faire quelques pipetages d'enzymes, de conjugués, etc. Et voilà, dans 15 minutes par exemple pour la gamme Readascreen Fast, on a déjà notre résultat. Et là, donc vous voyez les limites de détection pour chaque kit, et bien sûr en fonction de la matrice et de la mycotoxine recherchée. Donc la troisième méthode, c'est la méthode rapide, normalement qui est destinée surtout pour les industriels, pour leur permettre de faire leurs tests, que ce soit lors de la réception de la matière première, au niveau du port, lors de l'arrivée des camions et des bateaux, ou à la réception quand on fait l'échantillonnage. Alors pour ces bandettes-là, on parle des analyseurs de nouvelle génération. Et ça, c'est vraiment une innovation Air Biopharm, comme je le rappelle, donc, que nous représentons exclusivement au Maroc. Donc c'est une technique, comme j'ai dit auparavant, destinée surtout pour les industriels, pour faire des contrôles sur le terrain, mais aussi bien sûr au niveau du laboratoire si on le veut. Et qui est caractérisé par des préparations simples. Donc, on n'a pas besoin vraiment de techniciens laboratoires qualifiés pour faire le test, comme l'ELISA ou l'HPLC. Mais je dirais n'importe qui dans l'usine, il peut faire le test parce qu'on verra par la suite, parce qu'il c'est vraiment très simple. Et l'importance d'avoir une telle technique au niveau de l'usine, c'est que ça nous permet d'avoir des résultats rapides et par conséquent prendre des décisions à l'arrivée du camion et ne pas attendre jusqu'à plusieurs heures pour prendre la décision. Ce qui représente bien sûr, ce qui dit un gain de temps, dit bien sûr des gains économiques importants. Alors, pour la technique, elle se fait en général en 2 étapes. La première étape, on procède à une extraction de l'échantillon
soit par le méthanol ou par l'eau, ça dépend du type de mycotoxine. Et dans une deuxième étape, on va placer juste le cache et on va déposer l'échantillon sur la bandelette. Et dans 5 minutes, on a déjà le résultat. Voilà. Après, la particularité qu'on a pour ce test, c'est que la lecture aussi va être faite automatiquement. Mais cette fois-ci, on n'a pas besoin ni de lecteur, ni d'un appareil à côté, mais elle va se faire juste par un smartphone. Donc vous voyez sur la diapo l'interface de manipulation du test. Donc on a des cases pour déterminer l'opérateur, le nom d'échantillon, le scan du code et se fait d'une manière automatique. Puis donc dès qu'on va scanner l'échantillon, après 5 minutes, on a les résultats. Et c'est le logiciel installé sur le smartphone qui va faire l'interprétation. Donc, elle va nous dire est-ce que c'est positif, c'est négatif, et même la concentration pour les tests quantitatifs. Après, on sait tous que la tendance aujourd'hui, c'est malheureusement, on n'a pas toujours les responsables qui vont prendre la décision, ils ne sont pas toujours sur place. Donc là, on a prévu le partage des résultats par mail, on peut aussi imprimer, envoyer par Bluetooth, Wi-Fi, etc. Donc ce qui est très pratique si on veut prendre une décision rapide. Donc on fait le test peut-être dans le port. Après, le monsieur va envoyer les résultats pour les décideurs au niveau de l'usine pour qu'ils décident s'ils vont accepter le lot, le camion, le bateau ou non. Voilà, donc si vous voulez, si on veut faire un résumé, on a 3 étapes. On a 3 techniques. Il y a les colonnes d'immunoaffinité pour les laboratoires qui utilisent la chromatographie. La méthode ELISA pour les laboratoires de moyenne taille et qui ont des gens qualifiés pour faire les tests. Et on a la partie Smart App pour les tests terrain et aussi pour les laboratoires qui ont des petits volumes. Finalement, donc, il faut noter aussi qu'on a dans notre gamme des matrices, ce qu'on appelle des standards. Ce sont des matrices alimentaires qui sont contaminées et qui servent pour la validation de nos méthodes. Parce qu'un laborantin, il fait son ELISA ou sa chromatographie ou ses bandelettes, mais à certains moments, il faut s'assurer que son protocole et sa démarche elle est bonne. Donc, ce sont des matrices contaminées dont la valeur de contamination elle est connue au préalable. Donc, on fait le test et après, on compare les résultats obtenus avec les résultats normalement qu'on doit trouver. Et voilà, donc je pense, maintenant on est tous conscients de cette problématique de mycotoxines et son impact sur la santé humaine. On a vu que c'est un sujet qui concerne la majorité, je dirais plus de 90% des acteurs de l'industrie agroalimentaire, quel que soit le type de produit. Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a la solution pour les chercher, pour les détecter. Premièrement, pour être conforme par rapport à la réglementation marocaine et européenne, mais aussi pour protéger la santé du consommateur marocain. Merci beaucoup pour votre attention. Et je vous redonne le micro si vous avez des questions ou des interventions. Merci beaucoup. Bonjour. 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 En fait, j'ai une question qui est relative à la recherche qui ont été faites par la faculté sur Mohamedia et Rabat, oui. Là où, où c'est problématique en ce qui concerne l'humidité pour la question de la mycotoxine. Oui. Maintenant, le problème qui se pose, vous avez fait des recherches. Vous avez obtenu des résultats, c'est très bien. Mais qu'en est-il de la sensibilisation de la population et même des producteurs? En fait, toujours on fait des études
on fait des analyses pour trouver la mycotoxine, mais qu'est-ce qu'on a fait pour la sensibilisation? Les mesures correctives qui permettront aux producteurs, aux utilisateurs, tout ça, de faire attention, etc. Ça d'une part. D'autre part, vous avez illustré deux lois calquées sur un pays européen. Je pense que nous n'avons pas les mêmes conditions climatiques et tout pour pouvoir copier une loi. Donc la loi, elle est trop subjective pour moi et sans importance et sans utilité, parce que nous devrions faire une étude au niveau du royaume pour essayer de déterminer avec précision la loi en elle-même pour l'appliquer. D'accord. Voilà, merci. Je vous en prie. On répond question par question ou on laisse les réponses pour la fin? On répond déjà pour la première question. Alors, merci monsieur déjà pour la question. Donc, je veux juste préciser que nous, en tant qu'Isolab, on est développeur de solutions pour l'analyse des mycotoxines. Ce qui fait, donc, je veux juste préciser que ce n'est pas Isolab qui a fait l'étude, mais vu qu'on est très impliqué dans cette problématique, je peux déjà vous dire que par rapport à la sensibilisation, il y a une société de mycotoxines qui a été créée il y a plus que 5 ans et qui regroupe l'ensemble de chercheurs qui ont travaillé sur la problématique. Et normalement, on a participé pas mal de fois dans des congrès qui sont relatifs à la sensibilisation pour parler avec, d'une part, vous avez parlé aussi de la loi. Donc normalement, c'est l'ONSA qui travaille déjà sur le sujet. Je sais qu'il y a aussi un projet de loi qui est en cours de validation pour la partie mycotoxine dans les différentes matrices. Normalement, moi je ne représente pas l'ANSA, donc je ne peux pas vous donner une date exacte pour la sortie de cette loi, mais je sais qu'il y a des travaux qui sont en train d'être réalisés. Et parce qu'avant, vous savez très bien, il y a 4 ans ou 5 ans de là, personne ne parlait de cette problématique. Maintenant, les gens ils sont plus conscients. Il y a des projets de loi qui sont en train de préparation. Et je crois qu'ils vont voir le jour très, très prochainement. Troisième point, vous avez parlé des MRL européens. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas les mêmes conditions, ce n'est pas le même contexte. Mais c'est juste parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une réglementation marocaine qui détermine les MRL pour le Maroc. C'est pour ça que j'ai dit que jusqu'à maintenant, on se réfère toujours à la réglementation européenne en attendant la réglementation marocaine qui va sortir dans très bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci. Merci pour cet exposé sur une problématique très très importante et totalement ignorée. Totalement ignorée. Aujourd'hui, il n'y a pas de sensibilisation sur le problème des mycotoxines au Maroc. Et c'est un problème qui est beaucoup plus pernicieux et très très mauvais. Pourquoi? Parce que nous mangeons tous des mycotoxines et tous les jours que Dieu fait. Exactement. Et il n'y a pas d'effet direct instantanément. C'est l'opposé à des toxines d'origine bactérienne, qui elle a un effet immédiat. Donc il y a une alerte des services sanitaires, etc. Effectivement. La problématique des mycotoxines, c'est qu'ils ont la propriété de s'accumuler d'une façon spécifique dans différents organes de l'homme, déclenchant au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, ou participant au déclenchement d'un certain nombre de maladies. Et c'est là où c'est pernicieux. L'exemple que vous avez cité ici, qui est le pain rassis, certes, ça touche une certaine alimentation animale et qui peut nous toucher, mais c'est flagrant, c'est visible. Oui. Les mycotoxines, ça ne se voit pas. On le voit sur les céréales où on ne voit pas le champignon. On le boit dans le jus de raisin, on ne voit pas le champignon. C'est ça qui est très très important. Maintenant, je reviens sur le test. Quel que soit le test que vous pouvez utiliser. Oui. La méthode de référence, c'est celle de l'HPLC, oui, avec différentes détections, quelle que soit la nature de la détection. Le test, je ne connais pas le principe de votre test. Le principe lequel? Ce test-là, il fonctionne sur les anticorps? Vous parlez du premier, le RIDA, des bandelettes. Le RIDA, le dernier. Le RIDA, c'est une méthode lateral flow.
ce qui fait sur la bandelette, il y a des anticorps qui sont fixés C'est ça. et qui vont réagir avec la mycotoxine pour donner une bandelette qu'on Très- va visible à l'œil nu. Très bien. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, c'est une méthode qui n'est pas spécifique. Je prends le cas de l'ochratoxine A dans le noyau et l'isocoumarine. L'isocoumarine va réagir aussi, ou bien d'autres molécules qui ne sont pas l'ochratoxine A et qui ont le même noyau vont réagir et vont donner une surestimation. Ce genre de test est valable pour avoir une idée, c'est clair. Mais par contre, le problème principal des mycotoxines, c'est l'échantillonnage. Même la méthode HPLC, qui est très très précise, vous donnez à un laboratoire, il va vous faire sortir quelque chose de différent à 50%, le double, etc. Oui. Le problème principal, c'est l'échantillonnage, chose que votre test ne peut pas le permettre de le faire. Et lorsque vous allez tester sur un 5 grains ou je ne sais pas combien qui sont fusariés ou qui sont contaminés, peut-être il y a d'autres ailleurs qui ne sont pas contaminés, il n'y a pas d'homogénéisation. C'est un peu la critique principale. Ceci, ça aide pour avoir une certaine vision dans certains domaines et surtout éventuellement dans ce qui est liquide, pas dans ce qui est solide. Merci. D'accord. Merci à vous. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Effectivement, donc la problématique majeure pour l'analyse des mycotoxines, c'est la partie échantillonnage. Maintenant, aujourd'hui, vu que la thématique de la conférence, c'était les méthodes d'analyse, donc c'est pour ça que je me suis focalisé sur les méthodes qu'on propose. Mais après, oui, la partie échantillon, c'est la partie la plus importante. Mais là, bon, vous avez dit une critique, mais ça n'a rien à voir avec la technique en elle-même. Parce que l'échantillonnage, normalement, c'est en amont. Donc, quelle que soit la précision ou la méthode qu'on va utiliser, si on n'a pas un bon échantillonnage, ça ne sert à rien. Après l'échantillonnage, la particularité des mycotoxines, c'est que c'est des produits qui ne sont pas homogènes. Si on fait une analyse de protéines, par exemple, la protéine elle est homogène dans un lot de blé, par exemple. Mais les mycotoxines, on peut avoir une partie qui est très contaminée, d'autres qui est moins contaminée. Mais là, il y a beaucoup de méthodes statistiques qui précisent pour un lot, par exemple, de 10 tonnes, combien on doit prendre d'échantillons. C'est des études de probabilité, tout simplement. C'est des études mathématiques. Mais là, comme je vous ai dit, c'est en amont de l'analyse. Donc, quelle que soit la précision et le type de test, il faut bien sûr faire un bon échantillonnage. Après, vous avez parlé de la méthode lateral flow. Normalement, comme je vous ai dit, c'est des réactions anticorps-antigènes. C'est des anticorps donc c'est ça. Donc la force d'un fabricant, c'est de choisir les anticorps les plus spécifiques possibles pour ce type de mycotoxine. Mais c'est vrai qu'on peut avoir toujours des contaminations croisées. Ce qui fait, vous l'avez bien souligné, normalement, quand on parle des bandelettes, c'est des méthodes qui sont dédiées pour les industriels pour faire déjà un premier contrôle. Mais dès qu'ils trouvent un échantillon positif, il doit passer au laboratoire de référence pour confirmer. Mais déjà, c'est bien d'avoir une méthode qualitative ou quantitative au début pour déjà faire la première sélection. Merci. Je voudrais juste prendre la parole pour répondre à monsieur concernant l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est un problème général, non seulement au niveau des mycotoxines. Un échantillon représentatif, c'est très difficile de l'avoir. Et la méthodologie, c'est vrai, c'est important. Et je voudrais aussi revenir sur la méthode lateral flow, bandlet, qu'on appelle la méthode ROSA, Rapid One Step Essay. Donc, c'est une méthode rapide en une seule étape. Il y a une validation qui a été faite en comparaison avec la méthode conventionnelle ou la méthode de référence HPLC. Et donc, c'est une méthode qui est aux États-Unis validée par l'USDA et GIPSA. Et c'est la méthode qui est utilisée au niveau des ports d'export des céréales. Donc, les céréales qui nous arrivent des États-Unis ou du Canada sont tous analysées par la méthode lateral flow, non par HPLC. Et c'est vrai que quand les céréales arrivent au Maroc, on a le droit et l'obligation de les retester parce qu'on connaît les foyers de mycotoxines qui peuvent se former tout le long du trajet maritime qui prend des fois 40 jours, 30 jours en pleine mer. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a adopté des techniques qui étaient déjà validées et comparées avec la méthode de référence. Maintenant, on laisse le soin aux industriels et au niveau des laboratoires prestataires de services de prendre cette technique comme une technique de screening
et valider aussi, faire une validation interne, pourquoi pas. Donc c'est notre travail avec l'ONSA et avec, au niveau de l'IAV, il y a aussi un laboratoire qui travaille sur les mycotoxines. Merci en tout cas pour votre question pertinente. Merci. Bonjour, je vous remercie pour la présentation. Par contre, j'ai une petite question par rapport à la méthode rapide. Donc, on sait tous que la méthode, elle se base sur la lecture chromatique, sur la couleur. Et sur les anciens lecteurs, la boîte, elle est fermée. Donc, la bandelette, elle est dans une boîte bien fermée. Contrairement à votre méthode qui est basée sur un smartphone, bon, j'aime bien que c'est facile, c'est agréable, ça fait beau. Mais quel est l'impact de la lumière extérieure, les conditions de la prise de la photo sur les résultats? Je suppose qu'il y a il y a sûrement des influences, mais est-ce qu'il était mesuré et comment la société ou votre marque a réagi par rapport à cette problématique? Merci. Je vous en prie. Je vous remercie déjà pour votre question pertinente. Donc, premièrement, il faut dire que, parce que la partie smartphone, c'est juste la partie post-résultat. Donc, c'est pour le scanning et l'interprétation. Donc, sinon, le test en lui-même, il va se faire dans des conditions comme les anciennes bandelettes. Donc, la seule différence, c'est au niveau scanning ou interprétation des résultats. Ça, d'une part. Ce qui fait les bandelettes, avant de faire le test, bien sûr, elles sont aussi stockées dans des boîtes comme les anciennes. Donc, ce sont des bandelettes stockées dans des boîtes. On va sortir la boîte, on va faire le test. Et après, on va faire l'interprétation avec le smartphone. Ça, d'une part. D'autre part, je ne sais pas si on peut revenir sur les slides, mademoiselle. On peut revenir sur les slides? C'est pas grave. De toute façon, on a vu sur le slide qu'il y a un cache pour la bandelette. Effectivement. Voilà, merci. Hop. Voilà. Là, vous voyez le cache. Effectivement, c'est pour empêcher la lumière d'altérer les différentes réactions. Après, donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la force de quand on a des partenaires de renommée comme Herbiofarm ou Charm. Donc lors de leur développement, normalement, ils essayent d'avoir des anticorps et surtout fixés sur les bandelettes et qui sont assez résistants aux conditionnements environnementaux. Donc si on prend ces trois points-là, en principe, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pardon? Ma question, elle était au moment de la prise de la photo. Tout ce qui est avant, tout est bien, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ah. Mais au moment de la prise de la photo, parce que vous allez scanner, oui. Donc il y a l'éclairage. Donc si on est dans une salle éclairée avec du fluo, ou éclairée par le soleil, ou éclairée avec une lampe jaune, tout ça, ça impacte la couleur. Parce que la lecture, elle se base sur la coloration. Exactement. Bon. Exactement, mais la particularité du logiciel pour faire le scan, c'est qu'il a un système de zoom-in, ce qui fait qu'il prend la photo vraiment à l'intérieur de la bandelette, ce qui fait qu'on n'a pas ce problème-là par rapport à la lumière. Et après, en fonction de l'utilisation, il y a aussi des accessoires cartonnés, on peut mettre la bandelette et juste en dessus le smartphone, et ça empêche aussi d'avoir des réactions avec la lumière. Donc il n'y a vraiment pas ce problème avec nos bandelettes. Merci. Oui, bonjour. Je me présente, c'est Madame Feleke Latifa, responsable laboratoire à El Fellous. J'aimerais bien avoir une explication sur la méthode de l'ELISA. Vous avez parlé de la méthode. Il y a deux types de kits, le classique et le fast. La différence, c'est le temps d'incubation. Exactement. Mais j'aimerais bien avoir plus d'explications concernant la précision des résultats.
dans un laboratoire, j'aimerais bien, pour choisir, s'il n'y a pas de différence entre la précision des résultats entre les deux kits, je vais choisir celui du 15 minutes pour avoir des résultats plus rapides. Oui. Mais j'aimerais bien avoir une explication entre la différence entre les deux types de kits. Bon, voilà. Et est-ce que vous avez fait une étude pour faire une comparaison entre la méthode de l'ELISA et l'HPLC concernant la précision et la méthode de l'ELISA? Dans le marché, il y a plusieurs types de kits. Est-ce que vous avez fait une étude sur les différents types de kits d'autres marques? D'accord. Je commence déjà par la deuxième question, par rapport au comparatif à la méthode de référence qui est l'HPSI. Oui, on a beaucoup d'études comparatives entre nos techniques ELISA, l'HPLC, la MSMS, la GCMS, etc. Donc, que je peux partager bien sûr avec plaisir avec vous. Bien sûr, lors d'une présentation, on ne peut pas tout présenter, mais on a des études détaillées par rapport à ça. Donc la réponse c'est oui. Après, pour le choix, soit du Readascreen Fast ou du Readascreen classique, donc il y a quelques critères. Premièrement, le nombre d'échantillons. Parce que sur le Readascreen classique, qui a une durée d'incubation d'1h30, donc c'est normalement c'est des plaques de 96 puits. Alors pour le deuxième, c'est uniquement 45. Donc déjà, en nombre d'analyses, donc sachant que les prix sont un peu les mêmes, donc déjà, c'est le premier critère de choix. Deuxième point, donc il y a le type, déjà, le FAST, elle est disponible pour quelques types de mycotoxines. Donc il y a d'autres types dont on est obligé d'utiliser le Readascreen classique. Le troisième point aussi, sinon pour la sensibilisation, c'est la même chose. Donc ce qui va changer entre la première gamme et la deuxième, c'est aussi la limite de détection. Donc la gamme Readascreen classique, normalement, les limites de détection, elles sont plus bas que le FAST. Mais tout dépend de l'objectif de l'analyse. Normalement, si on veut juste être conforme par rapport à la loi, on peut choisir les deux, selon le nombre, comme j'ai dit, donc le nombre de tests qu'on a et le type de mycotoxine. Sinon, si on veut être plus sélectif et plus sensible, donc il faut mieux rester sur le Readascreen classique. Donc ce sont les trois critères de choix, soit du Readascreen classique ou du FAST. Voilà. Merci. C'est Ilyes, ça a été un plaisir de vous écouter. Merci, c'est partagé. L'échange a été interactif et je remercie votre structure, Isolab, d'être toujours un partenaire fidèle de CFIA. À toutes et à tous, bien du succès et à l'audience présente, de bonnes et belles choses. Merci, restez avec nous parce que nous allons traiter dans quelques instants une question fondamentale, celle des ressources humaines et de la formation. D'accord? Alors, dans quelques instants, le temps que la logistique puisse se mettre en place, sous vos applaudissements, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Isolab, à travers Ilyes Amjad. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sidi.